Bonjour, bienvenue. Bon, alors c'est à moi que revient le rôle de vous réveiller pendant la sieste digestive. Ben, ça tombe bien parce que j'ai un sujet enthousiasmant à vous présenter. Yeah! Merci pour le soutien. Donc on va parler de Progressive Web Apps ou les PWA pour les intimes. Juste un petit mot, donc moi je suis Engineer Training Lead, chez Google en France, mais je torture des ingénieurs Google à travers l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. Et moi j'aime beaucoup le web, donc je suis très content d'être avec vous pour cette conférence sur le web. Et ma mission, ma raison d'être sur Terre, c'est d'enchanter les utilisateurs. Et ça tombe bien parce que les Progressive Web Apps, en tout cas toutes les Progressive Web Apps que vous allez créer après cette session, vont enchanter les utilisateurs. Donc vous m'aidez à accomplir mon destin. Merci beaucoup. Alors juste une petite mise en perspective rapide avant de rentrer dans le cœur du sujet. Juste pour vous dire qu'il y a eu, durant l'Antiquité, c'est-à-dire il y a 10 ans, un changement anodin en apparence, mais qui a tout bouleversé sur une plateforme qu'on appelle les ordinateurs personnels. Et je pense que c'est intéressant de se le rappeler pour comprendre ce qui est en train de se passer côté mobile. Je ne dis pas que c'est exactement, on peut faire un copier-coller, mais je pense que cette petite page d'histoire n'est pas anodine. Donc petit retour dans ce passé très lointain, que je pense la plupart d'entre vous ont connu, puisque c'était il y a 10 ans, vous étiez nés. Eh bien, il y a 10 ans, quand on installait un logiciel, eh bien, ça ressemblait à ça. Donc là, par exemple, sous Windows ou d'autres systèmes d'exploitation. Donc on téléchargeait un logiciel et on l'installait. Et on devait faire aussi des mises à jour. Mais en échange de ces tracas, on avait le droit à une bonne application. En tout cas, potentiellement, une application qui allait utiliser toutes les possibilités du système graphique offert par l'ordinateur. Donc là, par exemple, c'est une photo de feu Picasa qui, on voit, ça permet de faire du drag and drop, ça permet d'avoir des widgets très riches, d'avoir une bonne fluidité, une bonne rapidité. Donc c'était le bonheur. Et en parallèle de cet écosystème des logiciels qu'on installe, eh bien, il y avait bien sûr les sites web, avec des sites web avec des choses assez avancées, et des choses aussi avancées que le webmail, souvenez-vous, eh oui, le webmail. Donc on voyait l'état courant de sa boîte de réception, avec les mails non lus, on clique dessus, ça ouvre une nouvelle page, on voit le contenu du mail, etc. Alors, il y avait un avantage avec ces web apps, c'est que ils étaient toujours à jour, il n'y a pas besoin de les installer déjà, il suffisait d'aller sur le site pour les utiliser. C'était toujours à jour, etc. Donc ça, c'était pas mal. Par contre, en termes d'expérience utilisateur, c'est clair que entre ce webmail, j'ai rien contre lui, mais par rapport à un Picasa, comme je vous l'ai montré avant, clairement, nous, en tant qu'utilisateurs, on sentait qu'il y avait une sacrée différence, un sacré déséquilibre. Ce qui fait qu'on passait quand même plus de temps à installer des logiciels et à les maintenir qu'à mettre toute notre vie sur les web apps. Donc ça, c'était il y a 10 ans. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 10 ans? Il y a eu Ajax. Et oui, on n'en parle plus maintenant, mais Ajax est arrivé. Et donc derrière ce terme un peu marketing, en fait, se cachaient quelques évolutions au niveau des API offertes par les navigateurs, notamment le fameux XML HTTP Request, qui sert à faire beaucoup d'autres choses que du XML, heureusement, et qui nous a propulsés, nous utilisateurs, nous internautes, dans un monde merveilleux. Par exemple, où on avait Google Maps, entre autres, ou Gmail. Voilà, où on est passé dans un monde où les web apps nous offraient une expérience quasiment aussi riche que celle des applications qu'on installait. Et donc ça permettait, par exemple, sur Google Maps, de déplacer la carte de manière instantanée sans avoir à cliquer sur « je veux aller au nord », nouvelle page, « je veux aller à l'est », nouvelle page, etc. Tout d'un coup, on avait une interaction très fluide. Et la carte se mettait à jour, les détails s'ajoutaient, etc. au fur et à mesure qu'on interagissait avec la carte. Ça fait beaucoup de bien aux utilisateurs, ça fait beaucoup de mal aux applications qu'on installe. Et aujourd'hui, je ne vais pas vous raconter comment ça se passe sur un ordinateur personnel aujourd'hui, mais l'équilibre entre les applications qu'on installe par soi-même et les web apps, évidemment, a beaucoup basculé. Il y a encore un bel écosystème bien vivant sur les applications natives sur les ordinateurs personnels,
Néanmoins, c'est devenu des cas très spécifiques, le jeu, l'édition multimédia, ainsi de suite. Ça va être intéressant parce qu'on va parler maintenant du mobile. Si vous voyez quelques points communs, c'est peut-être pas fortuit, mais ça n'engage que vous. Donc actuellement, comme vous le savez, il y a une guerre qui se passe sur la plateforme, donc pas de l'ordinateur personnel cette fois-ci, mais du mobile. Il paraît que l'histoire se répète. Allons voir. Donc aujourd'hui, on a un combat entre, d'un côté, les gens du web, donc vous, hein, et de l'autre côté, les gens des apps ou des applis, mais bon, des apps mobiles. Et donc d'un côté, on va trouver nos amis Chrome, Safari, Samsung Internet Browser, ainsi de suite. Et de l'autre côté, on va trouver Android, iPhone, et les plateformes hybrides, ainsi de suite. Et chacun essaye de tirer la couverture à soi. Une fois que j'ai dit ça, c'est en fait un combat, c'est David et Goliath, hein, à tel point qu'en 2010, oui, désolé, je suis beaucoup sur l'histoire ancienne, hein, déterrons quelques fossiles, au point qu'en 2010, il y a 6 ans, le magazine Wired titrait « The web is dead », le web est mort. Au-delà du côté accrocheur pour vendre, il y avait un constat qui est que l'avenir, c'est le mobile, pas l'ordinateur personnel, hein, qui est une race en voie de disparition, c'est le mobile. Et l'avenir avec le mobile, comme c'est pas le web, mais les applis, le web, c'est qu'une question de temps avant qu'ils disparaissent. Ça aurait été sympa, mais c'est déjà fini. Alors quand Wired dit ça, il y a des données derrière. Et c'est pas qu'en 2010, puisque là, si je vous sors des chiffres qui sont tout chauds, tout frais, qui sortent de juin 2016, alors c'est des chiffres US, c'est des chiffres américains, mais ils s'appliquent assez bien pour l'Europe. Au niveau du temps que vous et moi, nous passons sur nos téléphones, sur nos smartphones, il n'y a pas photo, pour utiliser le terme technique. 87% de notre temps est passé dans des applications donc que nous avons installées via un Play Store, etc., contre 13 malheureux pourcents de notre temps sur le web mobile. Donc effectivement, le web a l'air assez moribond. Alors pourquoi ? Bon, il y a des bonnes raisons, hein, un petit peu comme ce que je vous ai raconté sur ce qui se passait sur ordinateur personnel, là, sur le desktop. Déjà la vitesse. C'est quand même le facteur numéro 1 quand on analyse les chiffres. Entre un site web mobile et une application native, plutôt bien faite, il n'y a juste rien à voir. C'est beaucoup plus rapide. Et les sites web mobiles sont généralement extrêmement lents. Mais à la limite, c'est pas que juste l'expérience utilisateur qui est impactée. C'est carrément derrière le business. Le business, ou en tout cas l'activité, si vous êtes sur du non lucratif, en tout cas votre activité est directement impactée. Donc là, moi j'aime bien cette étude de Soasta. En abscisse, vous avez le temps de chargement d'une page en secondes, enfin jusqu'à la dixième de seconde, là. Et en rouge, une belle courbe avec une corrélation à peu près linéaire, si vous me permettez l'approximation, avec le taux de rebond. Et donc on voit que chaque dixième de seconde que votre site perd, ou fait perdre plutôt à votre utilisateur, c'est les pourcents de chances que l'utilisateur il aille juste changer de crèmerie qui augmentent. Donc ça fait mal directement. Et là, c'est que le taux de rebond, hein, l'impact sur les taux de conversion, ça fait encore plus mal. Mais quand votre site est lent, c'est la bonne nouvelle, en fait. Parce qu'en fait, la plupart des utilisateurs, ils jouent avec le dinosaure. Hein. Il ne faut pas se leurrer. Ils ne voient même pas votre site s'afficher dans toute sa lenteur. Alors que sur les applis, généralement, elles sont quand même assez mieux faites de ce point de vue-là. Juste petit sondage rapide. Qui, en utilisant une application native, a eu le dinosaure ? Levez la main. Même pas un seul, d'habitude j'ai au moins une personne ou deux. Bon, personne. Effectivement, les applications natives, quand même, globalement, elles sont résistantes à la situation du hors-ligne, alors que votre site web mobile, Tintin. S'il n'y avait que ça, c'est bien pire. Il y a aussi une question de visibilité. Si on prend par exemple l'écran que vous voyez sur la gauche, bon voilà, sans être biaisé au niveau de la marque de système d'exploitation, on voit des belles icônes qui invitent le doigt. On a envie de les toucher, on a envie d'aller explorer. Il y a une promesse de valeur derrière ces belles icônes. Votre site web mobile à vous, il est où ?
En fait, il est là, mais il est caché derrière l'icône du navigateur. Donc évidemment, on a des yeux loin du cœur. Et si on regarde l'écran de droite, il y a l'aspect notification. Aujourd'hui, les applications, elles ne jouent pas armes égales. Aujourd'hui, les applications, elles peuvent se rappeler au bon souvenir des utilisateurs, de vos clients ou de vos fans, alors que le site web mobile, il est quand même un peu pénalisé, on va dire. Donc pour résumer tout ce que je viens de dire, on peut faire un beau graphe, vous allez voir c'est très scientifique, où on met, le niveau de fonctionnalité offert qui augmente quand on va vers le haut, et les apps elles trônent, et le web mobile il est en bas. Et derrière ça impacte les visites, ça impacte votre taux de conversion, ça impacte pour ceux qui sont dans le e-commerce, la valeur du panier d'achat. Donc il y a vraiment une grosse disproportion, ça fait très mal. Et en fait, on ne devrait même pas parler de web mobile, finalement. Sauf que, il y a le reach. Donc le reach, cette portée, ce nombre de personnes, ce nombre d'êtres humains qu'on arrive à toucher, il est quand même sacrément en faveur du web mobile. Donc là, si vous regardez les barres de gauche, on voit que sur le top 1000 des applications, par rapport au top 1000 des sites web mobiles, eh bien, les sites web mobiles touchent à peu près 3 fois plus de personnes. Donc certes, les applications mobiles génèrent beaucoup de loyauté, une utilisation très, très engagée, mais en même temps, vous touchez qu'un petit public hardcore, très très fan de ce que vous faites, mais avec les sites web mobiles, vous touchez beaucoup plus de gens. Donc il y a quand même une opportunité. Donc je vais compléter le graphe que je vous présentais. Donc pour nuancer un peu le propos, donc certes en termes de fonctionnalité, les apps mobiles, génial, mais pour le reach, si vous voulez toucher plus de gens, apporter votre proposition de valeur à plus de personnes, les sites web mobiles, il a quand même un sacré avantage. Donc là, vous, en tant que décideur, ou si vous êtes développeur, sur quelle technologie vous allez vous former et faire votre prochain MOOC, finalement, soit vous choisissez, vous vous dites, moi je préfère les fonctionnalités, je vais faire de l'app, soit vous dites, le reach c'est quand même super important parce que je veux toucher beaucoup de gens, donc je vais faire du site web mobile. Soit vous êtes très riche et vous pouvez vous permettre d'investir de votre temps ou de l'argent sur les deux à la fois. On va couvrir les deux, même si ça demande plus de ressources. En tout cas, c'est un choix auquel vous êtes confronté, que vous soyez décideur ou développeur. Et alors maintenant, je vais vous inviter à rêver. Imaginons une seconde qu'un site web mobile soit rapide comme une application native, qu'il soit disponible même quand il n'y a plus de réseau, qu'on puisse l'ajouter proprement sur une page d'accueil de smartphone, et en plus il y aurait même les notifications push. Voilà, imaginez ça. Donc ce que je viens de dire, c'est en fait, prenons notre site web mobile et faisons-le remonter dans cette hiérarchie des fonctionnalités. Hop, on le tire vers le haut, on l'amène presque au même niveau qu'une application mobile, et on appellerait ça, accrochez-vous, des Progressive Web Apps, des PWA. Arrêtez de rêver, c'est justement ce qui existe, c'est justement ce que je vais vous présenter. Alors la philosophie, parce que vous allez entendre beaucoup de débats autour de qu'est-ce que c'est une Progressive Web App, ouais mais ça c'est pas vraiment une Progressive Web App, etc. Donc la philosophie, je dirais, c'est de dire il n'y a pas de raison qu'un mobinote qui va sur un site web mobile, il n'ait pas une expérience au moins aussi bien que quand il va sur une application. Ça, c'est la philosophie, et ça a beaucoup de conséquences, parce qu'on découvre qu'en fait, nous, quand on conçoit des sites web, en fait, on s'auto-censure, on s'auto-limite. On est parti d'une façon de penser les sites web où on est obligé d'être un peu humble. Et Progressive Web App vous dit non. Non, 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 il n'y a pas de raison. Vos mobinotes méritent mieux que ça. Bon, ça, c'est la partie philosophie. Maintenant, de manière beaucoup plus concrète, une Progressive Web App, c'est votre site web mobile tel qu'il existe actuellement, auquel vous rajoutez la rapidité, le hors-ligne, une belle icône sur la page d'accueil et des notifications push. Ça, c'est la vision pragmatico-concrète. Donc c'est un site web mobile, hein. Vous ne vous laissez pas avoir par le terme un peu marketing, Progressive Web App, oh là là, c'est encore un nouveau canal, une nouvelle techno, etc. Non, non, c'est un site web mobile, mais auquel on a rajouté ce qui manquait, et le principal de ce qui manquait, pour avoir une expérience similaire à celle d'une application.
Alors là, vous allez dire pourquoi progressif quand même, c'est un peu étrange comme terme. Donc ça vient du Progressive Enhancement, excuse my French, donc l'amélioration progressive, qui est l'idée très belle, que chacun mérite la meilleure expérience possible. Rien de moins. Donc si j'ai un vieil appareil limité, bah, n'empêche que quand je vais sur votre site, je devrais avoir la meilleure expérience limitée possible. Et si j'ai un appareil dernier cri avec une batterie qui n'explose pas, eh ben, je dois avoir là le truc incroyable, 3D, immersif, et la batterie qui n'explose toujours pas. Je vais le faire en plus concret. Je suis un utilisateur de Safari. Alors, il n'y a absolument rien contre Safari, mais vous allez voir, Safari, c'est justement celui qui aujourd'hui n'a pas toutes les fonctionnalités encore pour faire une Progressive Web App. Mais c'est pas grave, justement. Donc je suis un utilisateur Safari, sur iPhone, disons, et je vais sur votre site web que vous avez amélioré avec les Progressive Web Apps. Eh bien, il n'y a pas de souci, parce que c'est progressif. Donc en tant qu'utilisateur aficionado de l'iPhone Safari, j'aurai la meilleure expérience possible, donc j'aurai une bonne expérience. Je vais sur le site, et tout ce qui est logique progressive, en fait, va être mis entre parenthèses. En fait, le navigateur va l'ignorer royalement. En fait, toute la logique progressive ne va même pas être téléchargée, donc aucun impact sur l'utilisateur. Et voilà, les requêtes vont aller directement sur votre serveur web, et l'expérience est intacte. Donc ça, c'est le côté progressif. On n'a pas dégradé l'expérience, parce qu'on a rajouté de la logique progressive. C'est quand même le minimum. A l'inverse, imaginez un utilisateur sur un autre téléphone, avec un Chrome dernière version. Eh bien lui, il va aller sur le même site, mais avec une version améliorée. Et en fait, là, la logique progressive s'active, se déploie, et là, tout d'un coup, ça y est, la vitesse, le hors-ligne, la belle icône, et notification push, tac, 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 modulo, bien sûr, les demandes de permission auprès du Mobinote. Mais donc, c'est le même site, mais qui, tout d'un coup, déploie ses ailes et va offrir toute la richesse d'expérience qu'on attendrait d'une application mobile. Donc, pour le dire en d'autres termes, c'est un même site. On n'est pas en train de dire qu'il va falloir développer plusieurs sites. C'est toujours votre même site web mobile qui s'adresse à tous les mobinotes. C'est juste qu'en fonction des capacités de l'appareil et du navigateur, eh bien votre site va s'adapter pour donner à chaque fois le meilleur rendu possible. Donc tout ça, c'est très beau en termes de théorie. Maintenant, un peu de démo pour vous ayez une sensation de ce que ça peut être. Alors sur l'aspect vitesse, ça c'est la partie un peu difficile à montrer comme ça là, sur un écran. Donc, bon, je vous encourage à aller regarder des Progressive Web Apps par vous-même. Le Washington Post, par exemple, qui a été un des pionniers sur l'utilisation des Progressive Web Apps, était très fier de pouvoir fanfaronner avec son temps de chargement, son temps d'affichage, de chargement d'un article de 80 millisecondes. Donc 80 millisecondes, on est bien d'accord, donc on n'est même pas à un dixième de seconde. Donc on est sur des vitesses qui d'habitude ne sont pas possibles sur le web et qui sont réservées aux applications mobiles. Donc là, ça devient possible. Sur le hors-ligne, donc on a Flipkart, par exemple, qui a lancé sa Progressive Web App il y a maintenant 1 an. Donc c'est un retailer indien. Et alors là, vous pouvez le voir sur le petit GIF animé. En fait, ils ont fait un choix esthétique très sympathique, qui est que quand vous êtes hors ligne, donc là on voit, hop, on clique sur le mode Airplane, en fait l'interface passe en noir et blanc, c'est du plus bel effet, et on a accès à un mode, certes dégradé, il n'y a pas tout le catalogue de ce retailer qui est accessible, mais tous les premiers niveaux de catalogue, ainsi que tous les objets, tous les produits que l'utilisateur a déjà affichés, sont restés en mémoire. Et on peut naviguer dessus comme ça, on peut faire un rafraîchissement de page, ainsi de suite. Les données sont là pour l'utilisateur. Et évidemment, dès que le réseau est de nouveau disponible, l'interface repasse en couleur. Et ce n'est pas que pour le hors-ligne, ça marche aussi pour ces situations assez pénibles où l'appareil dit avoir du réseau, mais en réalité, il n'y a pas un seul paquet qui passe. Donc ça aussi, vous pouvez le gérer avec les Progressive Web Apps. Un autre exemple de hors-ligne que j'aime beaucoup, c'est Air Berlin. Eux, ils se sont dit, qu'est-ce qui pourrait vraiment faire beaucoup plaisir à nos utilisateurs, sachant qu'on parle des utilisateurs qui n'ont pas chargé l'application. Donc ceux qui utilisent beaucoup Air Berlin, ils ont chargé l'application, etc. Bon, ceux-là, c'est bon. Maintenant, ceux qui prennent 1 ou 2 billets par an, ils ne vont pas charger l'application, mais on voudrait vraiment leur faire plaisir.
Eh ben, une situation difficile pour un voyageur, vous l'avez peut-être déjà vécu, c'est vous êtes parti à l'étranger, ensuite il va falloir revenir, et bah oui, mais là, votre billet d'avion, votre carte d'embarquement, vous n'y avez plus accès parce que vous êtes à l'étranger, et vous n'avez peut-être pas envie de mettre le roaming et de payer un bras et un œil pour avoir de la data. Et bien, ce qu'a fait Air Berlin, c'est qu'ils ont mis le hors-ligne sur une partie très spécifique de leur site, qui est la partie post-achat. Et en fait, leur site, la partie de site où on peut visualiser son billet d'avion et sa carte d'embarquement, là, ils ont mis en mode hors ligne avec les Progressive Web Apps. Donc, ce qui permet de l'affichage, comme vous le voyez. Donc, au-dessus du téléphone, vous voyez qu'on est en mode avion, donc on est en mode déconnecté. Pourtant, le site est quand même disponible et répond pour afficher billets et carte d'embarquement. Alors ensuite, je vous parlais de la belle icône haute définition qui s'affiche sur la page d'accueil. Là. Alors, concrètement, à quoi ça ressemble? Donc, je reprends le Washington Post. En fait, au bout d'un moment, vous avez le navigateur qui va vous afficher une petite pop-up d'installation. Donc, vous demandant à l'utilisateur, est-ce que vous avez envie d'installer l'icône? Donc, voilà. Donc, ça, vous, côté code applicatif, vous avez un petit peu de contrôle, mais au final, c'est comme une widget au niveau géré par le navigateur. Donc imaginons là l'utilisateur se dit bah oui effectivement Washington Post j'y vais souvent, très bonne idée, allons-y, j'appuie sur Add to Home Screen, tac. On a ensuite un petit toast message là qui dit bon bah voilà ça a été ajouté sur le site web a été ajouté. Ensuite quand on va regarder, en fait il va sur notre écran d'accueil, sur la page d'accueil du téléphone, et ben on aura comme pour une app, une icône haute définition, un petit libellé, et en fait, tout se passe comme si on avait installé une application. Pourtant, on n'a pas eu besoin. Vous avez vu ce que j'ai fait, là, c'est juste, on est sur un site, on se balade, à un moment donné, petite pop-up, voulez-vous ajouter? Oui, j'ajoute, tac, instantanément, l'icône apparaît. Donc c'est comme une installation, mais sans toute la friction ou le côté manuel d'une installation d'app. Donc l'icône est là, on ne se rend même pas compte que c'est un site web, en fait, ça ressemble à une app, et en fait, ça va réagir comme une app. Donc imaginons qu'on appuie dessus. On a oublié d'ailleurs qu'on l'a installé comme une app. On croit que c'est une app. On appuie dessus. Et bien l'illusion continue. Immédiatement, apparition d'un splash screen brandé. Donc là, pareil, icône que vous contrôlez, petit texte libellé que vous contrôlez. Là, le fond est noir parce que c'est la couleur du Washington Post, mais vous mettez la couleur que vous voulez, que ça vous contrôlez tout ce beau splash screen, qui permet de faire patienter l'utilisateur pendant que Chrome se lance, parce que derrière il y a un navigateur, mais au moins l'illusion est parfaite, ça fait comme si une application native était en train de se lancer, pas de ces horribles pages blanches comme on a aujourd'hui en fait un raccourci sur un smartphone. Non, on a une belle expérience, et ensuite, tac, le navigateur a fini de se lancer, et là, 80 millisecondes d'affichage pour l'article. Et alors pour les plus geeks d'entre vous, je vais vous montrer un truc, là c'est vraiment pervers, c'est pas un argument de vente, mais vraiment, c'est montrer à quel point c'est chiadé. Regardez le petit, vous savez la petite icône en forme de carré, là, qui est le task manager, le gestionnaire de tâches. Qu'est-ce qui se passe si on appuie dessus? On appuie dessus, et bien là, même ce site web, il apparaît non pas comme étant Chrome, l'application Chrome, mais non, on voit bien WashPost avec la petite icône, etc. Donc même quand on regarde au niveau de l'exécution des tâches, c'est brandé, c'est comme si on avait installé une app. Donc l'intégration n'est pas 100%, mais on a le 95% comme si on avait installé une app, alors que c'est un site web sur stéroïdes. Enfin, les notifications push, là, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est comme avec les applications natives. Voilà, donc là, on a Jumia, donc un retailer africain, qui pousse des notifications. Y a pas, même si la page est fermée, même si le navigateur est fermé, d'ailleurs, de toute façon, tout ça, ça se passe au niveau système d'exploitation, bien sûr. Donc vous avez le droit, votre site web a le droit à des notifications aussi bien que celles des applications. Alors, est-ce que c'est pour le plaisir des geeks ou est-ce que, d'un point de vue business, ça a du sens? Je peux partager avec vous quelques chiffres business que des partenaires de Google ont bien voulu rendre publics. Par exemple, AliExpress, donc un autre retailer. Donc eux, ils ont carrément mis à la poubelle leur site et ils l'ont réécrit from scratch en mode Progressive Web App.
Donc eux, alors dans les résultats, donc ils ont 2 fois plus de trafic, là, 2 fois plus de pages consultées, le temps passé qui augmente. Bah oui, c'est plus agréable, évidemment, c'est rapide, c'est plus fluide, etc. Donc évidemment, les gens ils passent plus de temps. Et surtout le taux de conversion qui a fait qui a fait plus que x2. Donc ça, c'était un bon investissement pour eux. Flipkart, donc les Indiens dont je vous parlais, qui ont été les premiers à avoir une application business en Progressive Web App. Donc ils ont partagé le taux de conversion donc, qui a augmenté pour l'utilisateur qui accède au site via l'icône de définition. Et ils ont aussi vu plus 40% sur les visiteurs uniques comptés à la semaine. Donc eux aussi, ils étaient contents. Je vous parlais de notifications chez Jumia. Donc eux, leur objectif, c'était de la reprise de panier. Donc il y a des gens qui commencent à faire un peu de shopping sur leur site et qui abandonnent le panier. Donc ça, c'est un cas classique. Alors bien sûr, ils avaient essayé le coup de j'envoie des emails, etc. Mais ce qu'ils ont vu, c'est qu'avec les notifications, via la Progressive Web App, là, ils ont réussi à multiplier par 9 leur taux de reprise de panier abandonné. Donc eux aussi étaient contents. Alors par contre, j'ai bien entendu le briefing pendant la plénière d'ouverture. Ici, on parle du bullshit. Donc, bon, on va jouer franc jeu, hein, on est entre nous. Et donc, je vais vous parler aussi des limites, hein, tout n'est pas rose. Hein. Parce que bon, à m'écouter jusque-là, j'en mets salade et c'est super, les Progressive Web App, c'est le meilleur du web et le meilleur des apps. Et bon, il n'y a pas de question à se poser, on signe et puis on y va. Alors, je vais être complètement franc avec vous. Il y a quand même quelques limitations à garder en tête. Déjà la première, alors c'est pas une limitation tellement qu'une contrainte, un prérequis technique, mais qui fait mal, je sais, à beaucoup d'entre vous, c'est HTTPS. Ça, c'est le ticket d'entrée. On n'a pas HTTPS, on ne joue pas Progressive Web App. Alors je sens quelques regards désemparés, juste un rapide sondage. Est-ce que vous pouvez lever la main si vous savez si aujourd'hui vous supportez ou supportez pas HTTPS sur votre site web mobile? Levez la main s'il vous plaît. Eh oui, ça fait pas beaucoup, merci. Ça fait pas beaucoup. Donc votre mission, ce soir ou vendredi quand vous retournerez au bureau, demandez si vous supportez HTTPS ou pas. Il y a vraiment un gros enjeu, surtout sur 2017. Si c'est pas sur votre roadmap, moi conseil personnel, rajoutez-le, FISA. Pourquoi? Bon, c'est la bonne chose à faire, déjà, le côté karmique, hein, mais pas que. C'est aussi devenu la majorité des connexions aujourd'hui. Ça s'est fait il y a très peu de temps. Là, plus de 50% des trafics web maintenant est sous HTTPS. Donc, l'oubliez pas. C'est la chose à faire pour vos utilisateurs, mais surtout, c'est la chose à faire si vous voulez des bons sites web. Parce que la plupart, maintenant, les navigateurs, et c'est pas que Chrome, hein, mais aussi côté Mozilla, même sur Safari, les API sont de plus en plus verrouillées et il y a certaines API assez avancés, assez sophistiqués, qui permettent de faire l'effet waouh chez vos utilisateurs, qui sont juste interdites si vous n'êtes pas sur HTTPS. Donc déjà les Progressive Web App que je viens de vous présenter, l'utilisation de la caméra embarquée, la géoloc, l'auto-remplissage des formulaires, etc. Bon, ça varie selon les navigateurs, mais si vous n'êtes pas sur HTTPS, vous allez vous fermer de plus en plus de portes. En plus, alors là je reprends une casquette Google, côté Google, le fait d'être sur HTTPS est un signal positif de classement. Donc si autour de vous, il y a des gens qui sont obsédés par le SEO, le ranking, voilà, etc., vous avez des super alliés, dites-leur « ouais, vas-y, parle en comité de direction, il faut du budget pour HTTPS. » Voilà. Certes, c'est un petit signal, hein, il y a d'autres signaux qui sont plus forts, mais c'en est un, autant mettre tous les avantages de votre côté. Alors, un autre sujet dont je dois vous parler pour être complètement franc avec vous, c'est le support sur iPhone. Donc aujourd'hui, à la date, il n'y a pas de support sur iPhone. Et quand je dis sur iPhone, ça veut dire aussi Chrome sur iPhone, puisque comme vous le savez, Chrome sur iPhone, c'est pas vraiment Chrome en fait. Donc les navigateurs web sur iPhone aujourd'hui ne supportent pas les Progressive Web App. Bon, la bonne nouvelle, c'est que tous les autres le supportent. Alors là-dessus, il y a eu vraiment un raz-de-marée de soutien. Autour de la notion de Progressive Web App. Et pour être clair, c'est pas que du open source, c'est carrément une spec W3C, hein, donc la Service Worker API qui est derrière la magie que je viens de vous présenter. Donc c'est une norme W3C ratifiée, etc. Et sur lequel tous les acteurs, Mozilla, Opera, Microsoft, Samsung, etc. se sont mis d'accord et ont implémenté ou sont en cours d'implémentation. Et avec ça, vous couvrez 65% des sessions mobiles. Donc voilà, c'est pas parfait, donc je vais être clair avec vous.
Voilà. Voilà où on en est aujourd'hui. Alors j'ai quand même une bonne nouvelle, c'est que en fait, parmi ceux qui ont fait des progressive web apps, en fait, ils ont quand même vu d'améliorations sur iPhone, sur iOS. Donc alors notamment, bon ça c'est le cas le plus extrême, hein, mais sur AliExpress, donc je vous avais dit le taux de conversion a augmenté de 104%. Mais ça c'est en regardant toute plateforme confondue, toute plateforme mobile confondue. Si on segmente sur la partie iOS, l'augmentation n'est que de 82%. Alors là vous allez vous dire, bullshit, c'est pas possible. On vient de dire que sur iPhone il n'y avait pas l'icône et notifications, la vitesse, le hors-ligne, etc. Oui, mais comme je le disais aussi, les progressive web apps, c'est une philosophie. C'est une façon de concevoir son site web. Et en fait, c'est ça qu'on voit dans les 82%. C'est quand AliExpress, ils se sont mis à se dire, mon site web mobile, il doit être aussi bien qu'une app, donc je vais le penser comme une app. Et ben en fait, ils ont amélioré l'expérience utilisateur, même pour les utilisateurs d'iPhone. Donc oui, on n'a pas tous les super pouvoirs qu'apportent les notifications, les icônes, etc. Mais finalement, ils ont quand même obtenu un gain pour leurs utilisateurs iPhone. Donc, ce n'est pas à négliger. Enfin, il y a quand même des bons signaux du côté Apple. Donc, je les remercie pour ces communications. Donc, déjà, ils ont Apple, alors je ne peux pas me prononcer leur nom, hein, donc je ne vais faire que partager avec vous ce qu'ils ont communiqué publiquement. Mais Apple donc, a rajouté les service workers sur la roadmap de Safari. Et ensuite, un team lead de Safari a tweeté pour dire qu'au prochain Progressive Web App Summit, donc la conférence des Progressive Web App, il serait présent. Donc il semblerait que sur 2017, il va se passer des choses. Voilà, mais encore une fois, sous réserve de ce que Apple décidera. En espérant avoir suscité votre enthousiasme, vous vous dites peut-être, ok, mais comment? Par où je commence? C'est quoi la première chose à faire? Là, tout de suite, là, en sortant, en franchissant la porte. Alors là-dessus, j'ai une autre bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de limite à l'incrémentalité de votre investissement. Autrement dit, vous pouvez miser gros, vous pouvez miser petit, c'est comme vous le souhaitez. Il n'y a pas de contrainte de ce côté-là. Il n'y a pas le côté, il faut investir beaucoup et ensuite on aura des retours. Vous pouvez investir aussi petit que vous le souhaitez pour commencer. Et c'est ce qu'on observe dans la nature. Donc, ça vous fait 3 chemins de migration possibles. Enfin, en tout cas, moi j'ai observé chez nos partenaires 3 chemins de migration. Il y a ceux qui se disent, ok, moi je veux full Progressive Web App. Donc ça, c'est bon, ça a été le cas Flipkart par exemple, ou AliExpress. Voilà, on dit, allez, hop, annuler remplace, je repars de zéro. Très bien, c'est une option. Si vous avez les moyens, bah, allez-y, c'est très bien. Vous recréez complètement votre site. Il y a la version, bah, on n'est pas sûr que ce soit si intéressant que ça sur tout le parcours et toute l'expérience utilisateur. Par contre, il y a un certain moment, c'est critique. Donc ça, c'était mon exemple d'Air Berlin, où ils se sont dit sur la partie achat d'un billet, etc. C'est pas forcément là que l'aspect Progressive Web App va apporter aux utilisateurs. Par contre, sur la partie post-booking, c'est vraiment là où on peut faire la différence. Et donc voilà, ils ont Progressive Web Appisé une partie du site. C'est une option. Enfin, une troisième option, encore moins engageante, si vous voulez vraiment y aller, voilà, on trempe le doigt de pied dans l'eau pour voir si elle est chaude. Vous commencez par une fonctionnalité. Ah, je voudrais une icône. Ah, je voudrais une notification. Alors, vous pouvez commencer comme ça de manière très simple, très rudimentaire, pour commencer ensuite à vérifier dans vos analytics si ça fait bouger un indicateur. Donc voilà, vous pouvez commencer très petit ou très gros. Là-dessus, il n'y a pas de contrainte, c'est vraiment carte blanche pour vous. Et on a vu des succès sur les... Je peux vous citer des cas concrets sur les 3. Je ne vous en ai pas donné sur le 3e, Booking.com. Booking.com, qui, comme vous le savez, sont très A/B testing, qui ne sont pas du tout en train de se dire on va tout modifier, qu'en plus on fait un très bon SEO, etc. Donc Booking.com, c'est des gens qui communiquent sur le fait qu'ils sont très prudents. Et quand ils parlent de la façon dont ils utilisent Progressive Web App aujourd'hui, eh ben, c'est un A/B testing à la fois, une expérimentation AB, et donc ils sont en train d'y aller tout doucement, mais en même temps, de ce qu'ils ont partagé publiquement, leurs expérimentations pour l'instant sont positives, et ils sont en train de tout doucement rajouter
des aspects Progressive Web App. Alors vous allez peut-être me dire, ouais, mais ils ne sont pas sur HTTPS, il y a une arnaque. En fait, pour l'instant, ils font les expérimentations uniquement sur la partie la fin du funnel quand ils basculent en HTTPS. Donc effectivement, ce n'est pas sur la partie avec les pages hôtels qui sont en HTTP, mais sur la fin du parcours utilisateur, où là, ils sont en train de rajouter une petite expérimentation de hors-ligne, et ainsi de suite. Donc ça marche. Voilà. On a des cas grandeur nature qui montrent qu'on peut y aller de manière très incrémentale et mesurer si c'est votre philosophie. Bon, et puis maintenant que je vous ai annoncé que je vous annoncerai où serait le bullshit, bon, maintenant, quand même, je vais vous faire rêver un peu sur ce qui vient après. Donc là, vous pouvez considérer que c'est du bullshit, hein. Je vous laisse décider. Donc, ce qui est en bêta, autant que ce que j'ai présenté jusque-là, c'est éprouvé, il y a déjà des sites qui tournent, qui sont en production avec des millions d'utilisateurs. Autant là, je vais vous parler de choses un peu plus d'avenir. Il y a deux belles choses qui arrivent. D'une part, il y a une API pour gérer les connexions, donc l'aspect login. Aujourd'hui, c'est encore assez pénible sur mobile. Les mots de passe, les machins, etc. Donc sachez qu'il y a une belle spec qui arrive et qui va permettre de se loguer avec beaucoup moins d'efforts. Donc votre navigateur vous demandera « Ah tiens, je sais que tu t'es déjà logué sur tel site, est-ce que tu veux que je te relogue tout seul ?» Voire du multicanal, vous êtes logué sur un Chrome sur PC, et ensuite, quand vous revenez sur le même site mais sur mobile, avec Chrome, avec le même profil, là il vous dit « Oh, je peux te loguer tout seul !» Voire même si vous l'autorisez, à la limite en zéro touch, il le fait automatiquement. Donc ça, c'est très sympa. Et encore mieux, accrochez-vous, le paiement. Parce que qu'est-ce que c'est casse-pied de remplir adresse de facturation, adresse de livraison, le numéro de carte bleue, etc. Eh bien, là aussi, une évolution dans le web mobile qui arrive, qui est en bêta en ce moment et qui devrait mûrir pour l'année prochaine. C'est le paiement qui, là aussi, le navigateur prend en main tout cet aspect, les adresses de livraison, le moyen de paiement, etc. À travers une API web classique. Et donc ça donne comme sur les petits écrans, là, comme vous voyez là sur Etsy, où voilà ce que le site m'a proposé. Donc vous voyez, le navigateur recouvre le formulaire mobile classique, avec une interface bien plus sympa. Et là, l'utilisateur n'a plus qu'à choisir parmi les coordonnées, le moyen de paiement qu'il a déjà rentré. Et l'expérience peut aller très vite, avec du fingerprinting, avec la reconnaissance d'empreintes digitales, etc. Donc chaque navigateur pourra proposer, au travers, encore une fois, d'une spec, une façon de payer et d'acheter beaucoup plus fluide. Voilà, donc à vous de jouer. Hein. Vous êtes les futurs pionniers des Progressive Web App en France. Donc allez-y. Merci. Je détecte des questions. Oui, ici. Merci beaucoup. J'ai une question, on parle beaucoup du mobile. Quid du desktop? Ah, oui, très bien. Alors, j'en ai pas parlé, parce qu'effectivement, mobile first, etc. Mais en fait, ils ne sont pas oubliés. Ils ne sont pas oubliés dans le sens où, en fait, la plupart des API que je viens de présenter en fait, fonctionnent aussi sur desktop. Alors, il n'y aura pas la petite pop-up d'installation d'icônes pour l'instant. Mais en même temps, Microsoft a annoncé qu'il voulait mettre dans le Windows Store toutes les Progressive Web Apps dedans. C'est l'avantage des specs W3C, c'est un terrain de jeu ouvert, donc tout le monde peut innover. Donc Microsoft veut prendre le lead là-dessus, très bien. Aujourd'hui, si vous utilisez Chrome, tout le côté offline, par exemple, fonctionne. Il est déjà présent dans certains produits Google, comme Google Keep, Google Drive. Amusez-vous à vous déconnecter et continuer à jouer avec l'application, faites un refresh. Donc tout ça fonctionne. Donc l'API Service Worker, qui est l'API principale qui permet tout ça, fonctionne sur desktop aussi. Donc c'est vrai que c'est moins critique pour l'utilisateur desktop, mais ça fonctionne quand même. Et pour le développement, c'est quand même rudement plus pratique. Donc ça tombe bien. Oui, bonjour. Bonjour. Question simple, est-ce qu'on peut trouver une Progressive Web App dans un store, type Google Play, etc. Parce qu'il y a des utilisateurs qui passent systématiquement par le store pour accéder à quelque chose. Alors là aujourd'hui, comme je disais, donc, Microsoft veut justement partir sur cette voie-là, donc de proposer effectivement des Progressive Web Apps via un store d'applications. Aujourd'hui, pour l'instant, ils sont les seuls. Hein. Là aujourd'hui, sur le Google Play Store, il n'y a pas les Progressive Web Apps. Maintenant, je pense que c'est quelque chose qui va bouger assez vite. Donc là, tout de suite à date, non.
Mais en échange, c'est ça la beauté du truc, c'est qu'au final, concrètement, qu'est-ce qui se passe? En fait, qu'est-ce que c'est? Démystifions le truc, hein. C'est un petit fichier JSON d'une dizaine de lignes. C'est tout, hein. C'est donc un web manifeste, pour utiliser le terme technique. Donc voilà, en JSON, vous donnez un libellé court, un libellé long, vous donnez l'URL de démarrage, on fournit des URL pour aller télécharger des icônes de différentes définitions, voilà, 2-3 petites indications sur le splash screen et autres, et basta. Donc à partir de là, comment les Play Store ou autres vont commencer à aspirer ces web manifestes qui traînent sur la toile et commencer à les repackager pour proposer quelque chose aux utilisateurs. Là-dessus, je pense qu'en 2017, on va avoir des choses assez sympas. Ici. Quelles sont à l'heure actuelle encore les fonctionnalités d'application natives qui ne sont pas dispo pour les applis progressives? Je pense par exemple au deep linking, type myapp, etc. L'accès au carnet d'adresse, ou a priori, là on parle de notifications, home screen, etc. Mais il y a quand même plein de choses que les applis natives permettent en plus. Tout à fait. Donc là effectivement, on n'est pas aujourd'hui exactement au niveau d'une application native. Et à la limite, bon, ça n'engage que moi, mais je pense qu'on n'y sera même jamais, parce que c'est pas le but. Donc effectivement, alors dans les limites, bon, le carnet d'adresse, c'est un très bon exemple, effectivement, de limitation. Aujourd'hui, on n'a pas d'API pour ça. Bon, évidemment, bien sûr, rien n'interdit à ce que demain il y en ait une. Un cas sur lequel je suis tombé avec un autre partenaire, c'est tout ce qui est typiquement intégration avec les appareils photo et galeries. Alors, appareil photo, encore ça se passe bien. L'intégration avec les galeries photos sur l'upload de massifs de photos. Là aujourd'hui, alors pourtant d'un point de vue HTML5, il y a tout ce qu'il faut, avec au niveau des balises input. On peut mettre un type meme, on peut dire multiple, etc. Aujourd'hui, ça marche pas très bien, c'est pas très sec. Donc voilà, sur ce genre de cas d'usage aujourd'hui, on n'est pas très bon. Donc là-dessus, je vous encourage à ouvrir des bugs auprès des navigateurs pour qu'on arrive à faire remonter le niveau. C'est même pas Progressive Web App, hein. Là, je suis HTML5, je suis désolé, mais on n'y est pas encore partout. Et après, il y a, je dirais, tout ce qui est assez bas niveau. Typiquement, moi j'ai une application pour surveiller le taux d'encombrement des différents canaux Wi-Fi. Bon, ça c'est probablement pas, je vais pas dire que c'est impossible, hein, mais c'est probablement pas le genre d'API qu'il va y avoir à court terme sur les API web. Donc je pense que là-dessus, je referai le parallèle avec le desktop, hein. Sur le desktop, on a vu une grosse bascule sur qu'est-ce qu'on fait avec les web apps, qu'est-ce qu'on fait avec les logiciels qu'on installe sur le desktop. Les logiciels qu'on installe, ils n'ont pas disparu. Je pense que sur mobile, on s'achemine sur quelque chose de similaire. On va avoir un rééquilibrage entre le web et les applications, mais il va rester des domaines où les applications brilleront plus. Et donc je pense qu'effectivement tout ce qui est très bas niveau, très multimédia, très gaming, ainsi de suite, les réseaux sociaux, hein, de toute façon aujourd'hui c'est le type d'app le plus utilisé, vont continuer à se tailler la part du lion. Et c'est très bien en fait qu'il y ait ce genre d'écosystème. Alors, en fait, ça c'est la beauté de la façon dont les progressive web apps sont faites. En fait, le deep linking, il est là par défaut, il n'y a même pas à reconnaître. En fait, c'est ça qui est beau. Parce qu'en fait, comment ça fonctionne concrètement? En fait, c'est que le navigateur, il ne reconnaît rien du tout. Il continue à aller sur la page, il essaye de charger la page. Mais, si vous êtes déjà allé sur ce site et qu'il y a une progressive web app, c'est-à-dire en fait qu'il y a un bout de JavaScript qui agit comme un proxy. En fait, le bout de JavaScript va être sollicité au moment où la page doit être chargée, et c'est lui qui va intercepter cet appel et qui va se mettre à faire sa magie. Donc en fait, vous avez installé un proxy applicatif qui est là, qui tourne sur le device, et qui fait la magie des notifications du hors-ligne, etc. Donc le deep linking, il est built-in, si j'ose dire, et personne ne se rend compte de rien. Vous continuez à aller sur le site, c'est les mêmes liens. C'est pas des liens différents, pwa. Quelque chose, blabla. Enfin, vous pouvez décider de le faire, mais ce serait dommage. Donc c'est toujours votre site. Le navigateur, il croit toujours aller sur votre site normalement, sauf que si vous avez ce bout de JavaScript serviceworker.js ou équivalent, lui, hop, il fait tout ce qu'il doit faire. Donc le deep linking, il est déjà là. En fait, c'était même le point de départ de la réflexion de l'équipe Chrome.
En fait, c'était avant même de devenir super mégalo et de se dire il n'y a pas de raison qu'un site web soit aussi bien qu'une app, ça c'est venu un peu plus tard. Le premier point, c'était juste de dire mais toutes ces apps, elles sont en train de ruiner ce qui faisait la beauté du web, qui était l'URL. Alors ok, on essaye de faire ce qu'on peut avec le deep linking, mais enfin on voit qu'aujourd'hui bon, ça marche pas quand même génial. Enfin, il faut vraiment que ce soit voilà, il faut mettre de l'effort, on va dire, il faut mettre de l'huile de coude pour que le deep linking marche bien. Alors que dans le web, on ne se posait pas la question de deep linking, puisque c'est la nature même du web. Donc c'était ça le point de départ dans l'équipe Chrome, grosso modo il y a 2 ans, quand ils ont tapé du poing sur la table en disant on est en train de perdre ça, alors que c'était magnifique, cette vision de l'URL comme entité de base du web. Et donc c'est pour ça que dans le design même des proxy web apps, donc du service worker, les URL, ça reste toujours un citoyen de premier niveau, et on a juste cette notion de JavaScript qui fait ce qu'il veut avec les requêtes et les réponses. Donc voilà, donc le deep linking, oui, il est là sans aucun effort. Et en fait, l'installation de la proxy web en fait, est complètement transparente. Donc en fait, au début, on navigue sur le site normalement, et au bout d'un moment, le navigateur a fini de charger en background le code JavaScript qui permet de faire la proxy web app, et là, sans qu'on se rende compte de rien, au prochain clic, en fait, l'utilisateur, sans le savoir, il vient de basculer dans le monde des proxy web app. Mais c'est complètement transparent, et ça prend le temps que ça prend, il n'y a pas de promesse, il n'y a pas de choix non plus, ça se fait naturellement. Après, c'est au moment pour les notifications, pour l'installation de l'icône, que là, on commence à se rendre compte qu'il se passe un truc différent, parce que j'ai une pop-up qui me demande une permission. C'est la petite question troll sur le paiement. Est-ce qu'il va y avoir une commission appliquée par les différents OS, ou est-ce que l'OS sert juste pour retrouver le numéro de carte bleue et après c'est le système qui gère, enfin c'est le site qui gère son paiement? Alors la philosophie, c'est l'API de paiement, donc c'est pas Android Pay par exemple. On joue à un autre niveau. Donc autant un Android Pay ou l'équivalent chez Apple, évidemment il y a des commissions, etc. Autant là l'idée est donc c'est justement de ne pas arriver à ça, puisqu'on est à un niveau au-dessus, qui est juste de permettre à une page de déclarer voilà le type de transaction que je voudrais faire. Maintenant, cher navigateur, si tu en as la capacité, encore une fois progressif, si tu en as la capacité, merci d'encapsuler ça pour que ça se passe bien, pour que l'utilisateur ait une expérience ultime. Mais il n'y a pas de relation contractuelle à ce moment-là. C'est juste UI, quoi. C'est juste un côté. C'est un pré-remplissage de formulaire, quoi, quasiment. Enfin, Alors, un peu plus évolué. C'est du pré-remplissage de formulaire 2.0. Oui, tout à fait. C'est l'extension, parce que le pré-remplissage de formulaire, c'est déjà bien pour éviter d'avoir à retaper tout avec ses petits doigts boudinés et de se tromper, etc. Mais voilà, c'est ça. On est au niveau du pré-remplissage de formulaire en mieux, plutôt qu'au niveau d'un Android Pay ou autre. Ok. Voilà. Bonjour. Bonjour. En fait, c'est plutôt technique. Pour les notifications, ça peut faire du push. Oui. Ce que vous disiez, c'est offline, c'est-à-dire pour le panier, en fait, le site web enregistre que la personne n'a pas payé, et puis on va dire au bout de 2 heures, lui envoie une notification. Mais en fait, c'est fait dans le navigateur, ou est-ce que le site web, 4 jours après, peut dire tu n'es toujours pas venu payer, enfin acheter, pardon, et je t'envoie une notification. Alors, la notification est envoyée par le back-end, donc c'est pas local dans l'appareil. Donc ce qui se passe, c'est au niveau de l'appareil, au niveau du smartphone. Donc l'utilisateur va donner sa permission pour être notifié. Il va y avoir génération d'un token opaque, et ensuite charge au JavaScript d'envoyer ce token à votre back-end à vous. Et avec ce token, vous avez ensuite les moyens d'envoyer par une solution de push messaging, donc par exemple Google Cloud Messaging, pub, de renvoyer donc un message. Mais donc ça, c'est pas du tout le cas. Il s'agit bien d'une communication. Votre JavaScript envoie votre back-end ensuite envoie par une solution de push messaging qui ensuite envoie au navigateur qui lui reconnaît ce token je le connais, donc ça c'est pour la proxy web app Intel. Voilà, ça se fait comme ça. Pour rebondir sur, excusez-moi, là. Yes.
Pour revenir sur cette question et pour l'exemple que vous avez donné tout à l'heure sur Air Berlin, Ouais. donc notamment sur la notion de hors ligne. Ouais. On est d'accord que à partir du moment où on passe hors ligne, si ma carte d'embarquement est annulée parce que mon vol est annulé, web app ou enfin progressive web app ou pas, elle se met pas à jour et j'aurai pas l'information. Là, c'est la même question précédemment sur le système de relance. S'il n'y a pas de connexion internet, il n'y a donc pas de relance derrière. Oui, tout à fait, bien sûr. Bien sûr, il n'y a pas de magie. Hein. Là, il s'agit juste de se mettre au niveau des applications natives. D'accord. Tout à fait.